Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christian Regard, qui est cadre territorial. Je suis effectivement cadre territorial dans une grosse collectivité. Je participe actuellement à la mise en place du RGPD, on y reviendra, avec la mise dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, mais j'aurai l'occasion de le développer un petit peu plus avant. Alors, il n'y a pas une méthode pour mettre en place le RGPD. Il y a à peu près autant de méthodes qu'il y a de collectivités, et rappelons-le, parce que le RGPD s'applique aussi sur tout le secteur privé, qu'il y a finalement de structures concernées. En revanche, on peut comme s'appuyer, je crois, Christian, sur la méthode de la CNIL. C'est peut-être ce que vous-même avez mis en place. Oui, on est parti effectivement de la trame qui avait été mise en place par la CNIL, mais on l'a adopté adapté plutôt à nos propres contraintes d'organisation. C'est une méthode proposée par la CNIL, on peut la dérouler en 6 grandes étapes. Désigner un pilote de projet. Idéalement, il s'agira du futur DPO. Deuxième étape, cartographier les données de traitement personnel. C'est finalement un peu comme dans toute étude, le volet état des lieux. Ensuite, prioriser les actions à mener. On ne peut pas tout mener de même front, il faut mettre des priorités. Gérer les risques, organiser les processus internes, et ensuite documenter la conformité, avec le registre des traitements, les analyses d'impact éventuellement. Vous en avez identifié beaucoup des impacts dans votre ville d'ailleurs à faire ou... Alors on commence à les cibler sur des traitements de données dits plus ou moins sensibles. Et effectivement, on est plutôt sur des analyses d'impact autour de données qui recouvriraient les problématiques de stationnement avec la géolocalisation, oui. La vidéoprotection et des données sensibles qu'on retrouve aussi dans les fichiers des CCAS. Après, il y a la mise en conformité aussi de nos processus et des marchés, des contrats, les procédures internes en cas de violation de données qui sont à identifier et mettre en place. Et il y a aussi la question du consentement qui va se poser. Christian, si tu veux bien, partons peut-être de la procédure que vous avez mise en place au niveau de la ville pour voir un petit peu ce que pourrait être une approche propre aux collectivités territoriales. Très bien. Alors effectivement, nous sommes partis du pôle central qui est le correspondant informatique et liberté, puisque nous avions la chance d'avoir un correspondant informatique et liberté. Pour les collectivités qui n'auraient pas cette chance, l'idée c'est d'avoir un pilote dans l'avion sur la procédure. Il faut à un moment donné qu'il y ait un cadre qui puisse jouer ce rôle de coordonnateur dans une opération qui par définition est une opération qui travaille en transversalité avec l'ensemble des services. Nous avons engagé un process avec l'actuel correspondant informatique et liberté qui probablement deviendra notre futur Data Processing Officer, le DPO, délégué à la protection des données, qui joue le rôle de pilote, mais on a vite constitué un groupe de travail transversal au sein duquel on retrouve un juriste et des représentants du service informatique, et c'est ce groupe de travail transversal qui va être chargé de l'animation en fait de la mise en place du RGPD au niveau de la ville. Vous effectivement vous appuyez sur l'existence du CIL. Effectivement, le nombre de collectivités n'était pas concerné par cette obligation à ce jour. En revanche, le DPO est obligatoire pour toutes les collectivités désormais. Alors complètement, le DPO va être obligatoire pour toutes les collectivités, avec des process de désignation qui sont assez contraignants, puisqu'il s'agit effectivement d'une désignation en interne, mais on peut aussi envisager tout à fait qu'il y a un DPO qui soit mutualisé entre plusieurs collectivités. Ça va être notamment intéressant, mais vous y reviendrez probablement, sur de la possibilité d'avoir un DPO mutualisé. Ça vaudra notamment pour les petites collectivités qui n'auront pas par définition la possibilité de déléguer un cadre notamment à temps plein sur cette fonction. Et puis aussi la possibilité éventuellement d'externaliser cette prestation. Donc sur l'équipe pluridisciplinaire, est-ce que vous avez associé à ce jour déjà les directeurs des différents services, les différents DGA ou c'est la phase d'après peut-être? Oui, c'est la phase d'après, c'est-à-dire que notre équipe pluridisciplinaire va maintenant s'engager dans un premier axe de travail qui est, vous l'avez évoqué dans les différentes étapes de la CNIL, qui est la mise en place de la cartographie. La cartographie de nos différents traitements doit être établie. On a déjà un petit peu un visuel puisqu'on avait déjà le régime des autorisations préalables de la CNIL sous l'ancien régime. Et là, on va rencontrer effectivement les responsables des différentes directions, puisque la particularité du RGPD, c'est aussi aujourd'hui que le contrôle ne repose plus uniquement sur l'ex-correspondant informatique et liberté et le service informatique, mais sur l'ensemble des directions qui vont avoir à faire vivre, et de façon pérenne, le respect du RGPD dans leurs différentes directions. Oui, tout à fait.
Donc ça, c'est un gros travail qui va être à faire, puisque c'est par cette cartographie qu'on va alimenter le futur registre des données, qui est un petit peu le document de base, le document clé, pivot, de l'ensemble du dispositif RGPD. D'accord. Par la suite, on a aussi la possibilité de développer en interne, ou la nécessité même de développer en interne un certain nombre de prestations nouvelles sur lesquelles il va falloir s'engager, qui sont la mise en conformité de l'ensemble de nos documents. Et oui, c'est un gros boulot ça. De l'ensemble de nos documents, en priorité, tout le volet contractuel et le volet marché public. On va travailler avec notre direction des marchés publics sur une mise en conformité de nos CCAP, CCAG, CCTP, mais non seulement sur les documents à venir, mais ça vaut aussi pour les contrats que nous avons en cours lorsqu'on externalise des traitements de données de la collectivité auprès d'un prestataire extérieur. Et là, nous allons avoir des avenants à faire intervenir sur les contrats en cours de façon à ce que nos relations avec nos prestataires extérieurs et nos sous-traitants soient conformes aux dispositions du RGPD. Et les prestataires aujourd'hui, vous avez déjà pris contact avec eux au niveau de la collectivité? Ils réagissent comment par rapport... On a visiblement plusieurs niveaux de réaction. On a des prestataires qui sont très au fait de la mise en place du RGPD et de l'échéance qui arrive assez rapidement au mois de mai, et qui, eux, j'ai l'exemple d'un prestataire qui récemment a sollicité une de nos directions en disant « mais est-ce que vous êtes conforme à RGPD ?» Donc ça veut dire qu'eux l'étaient déjà et voulaient s'assurer que nous, partenaires, nous étions également dans la conformité. Et puis on a d'autres prestataires qui, visiblement des TPE, qui ne sont pas encore en conformité et pour lesquels on va avoir un travail d'accompagnement à faire. Et quels sont les autres aspects du coup qu'il faut traiter aussi le fil conducteur que nous avons actuellement par rapport à ce RGPD, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans un positionnement où on a une intervention à faire à un moment donné et une fois qu'on aura tout mis en place, on considère que le travail est terminé. Loin de là, on considère que c'est un travail qui doit s'inscrire avec un objectif de pérennité. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les outils à mettre en place, mais il faut que ces outils fonctionnent de façon continue et qu'on s'inscrive dans une démarche pérenne. Oui. Et ça, c'est notre souci principal aujourd'hui, ça va être de mettre en place des outils qui fassent que l'ensemble des acteurs qui travaillent autour des traitements de données dans la collectivité soient soucieux en permanence de respecter les règles des RGPD ou d'être en conformité avec le RGPD, comme ils sont en conformité aujourd'hui sur le plan budgétaire ou sur le plan des marchés publics. On peut décomposer les obligations du RGPD en 4 thématiques. Les obligations qu'on a vis-à-vis de l'usager, les obligations qu'on a en ce qui concerne proprement parler la collecte de données autour du fichier, sa sécurisation, sa constitution, et celles relatives au traitement. Sur l'usager, les obligations portent sur s'assurer du consentement au niveau des usagers, le droit d'accès aux informations, le droit à rectification, le droit à l'oubli aussi. D'un point de vue opérationnel, on peut le traduire du coup par différentes actions. On aura besoin d'adapter aussi évidemment différents modèles, le courrier type, d'adapter les règlements de service, d'adapter nos processus internes. Et Christian, tu as évoqué un petit peu certains aspects en la matière. Oui, effectivement. Notre souci, c'est, lorsque je parlais des dispositions pérennes, c'était effectivement de mettre en place un code de conduite qui soit spécifique à la collectivité et qui fixe un certain nombre de règles de façon à ce que les responsables de traitement ne soient pas pris au dépourvu dans un certain nombre de situations, oui. Et qu'il puisse y avoir des dispositions qui permettent de répondre notamment aux demandes des usagers et également d'avoir des réponses pour les co-contractants. Il faut réussir encore à les faire intégrer par les équipes. Vous avez prévu un programme de formation peut-être? Complètement. Alors on va faire effectivement de la sensibilisation, voire de la formation en interne. Parce que pour nous, il est nécessaire que ça participe et que ça devienne pratiquement, je dirais, une culture de la maison, au même titre qu'on a une culture budgétaire ou une culture marché public. Il faut qu'on arrive à avoir une culture RGPD. Mais visiblement, les premiers retours qu'on a, c'est qu'on a été agréablement surpris par un retour positif des services. La crainte qu'on avait, c'est que ça soit perçu comme une surcharge supplémentaire par rapport à des charges de travail qui sont déjà importantes, une contrainte supplémentaire pour les services. En fait, il y a des retours qui sont pour l'instant plutôt positifs. Alors évidemment, un autre aspect en la matière, c'est la collecte des données à proprement parler. Chaque donnée doit être licite, loyale, transparente. On doit pouvoir, pour chacune des données mises en place, être en mesure de dire, voilà, telle donnée est collectée avec telle finalité, tel traitement. Et cela suppose évidemment de mieux penser la conception initiale de nos systèmes, et peut-être aussi de repenser la manière de collecter les données. Plus de systèmes où on va pouvoir juste cocher certaines informations préétablies, de telle sorte qu'on ait d'abord plus de cohérence sur les données,
moins de situations à risque, parce que justement on les aura anticipées. Oui. On a effectivement ciblé là-dessus au moins 2 axes de travail sur la cartographie. C'est d'une part effectivement de cibler que les données qui sont nécessaires au traitement. On a déjà identifié des fichiers de traitement de données dans lesquels il y avait des données nominatives qui n'étaient pas justifiées, parce qu'ils n'étaient pas nécessaires à l'exploitation finale, mais elles figuraient dans le fichier uniquement par habitude. Un autre exemple aussi qu'on rencontre souvent, celui des repas à l'école. On n'a pas besoin, pour pouvoir identifier que tel enfant nécessite un régime alimentaire spécifique, de mentionner sa religion. Il suffit tout simplement de saisir dans les informations qu'il nécessite un régime particulier avec un repas de substitution sans porc ou autre, puisque finalement le besoin d'un repas de substitution plus peut ne pas être lié en plus à des questions de convictions religieuses ou autres. Oui, ce qui importe à la cuisine centrale, en fait, c'est de savoir uniquement le nombre de repas sans porc ou de repas sans gluten qu'elle doit fournir dans telle et telle école, et la donnée nominative n'a pas d'importance, et encore moins la donnée confessionnelle. Il est important sans doute de faire tout un travail de toilettage des données. Il y a 2 finalement chantiers. Il y a le chantier des futurs systèmes de collecte de données et de bien penser le système, et finalement ça se fait plutôt pas mal. Par contre, le travail effectivement pour éplucher un à un les anciens fichiers et expurger de ceux-ci les informations qui ne sont plus utiles, ça va être un gros travail. Alors nous, on s'est fixé effectivement sur le plan de la méthode, qui consiste d'abord à cibler les fichiers dits sensibles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est obligé de hiérarchiser, parce qu'on ne pourra pas, dans les délais qui sont impartis, traiter l'ensemble des fichiers qui sont concernés, mais on va cibler dans un premier temps les fichiers les plus sensibles. Après, sur les fichiers, il y a la structure en elle-même. Il y a évidemment à travailler le stockage sécurisé, éviter les intrusions. C'est le problème de nos systèmes qui doivent être à la fois ouverts sur le monde et protégés de celui-ci. Et on doit pouvoir s'assurer effectivement que ces accès puissent être gérés avec des droits différents en fonction de l'utilisateur. Et quand je dis utilisateur, c'est de l'agent qui va finalement travailler sur la saisie. Il faut que le système puisse être actualisable, ce qui pose à la fois la question de la construction de fichiers et des outils qui l'accompagnent. La collectivité, le responsable du traitement, doit signaler toute intrusion ou tout mésusage de nos fichiers en la matière, au risque sinon de s'exposer soi-même à des sanctions, sera responsable si les outils de protection n'ont pas été mis en place, et ça pose la question aussi de se tenir à la page par rapport aux nouvelles failles de sécurité qu'on peut identifier, etc., etc. Mais aussi de vraiment bien travailler les droits d'accès des différentes personnes, même s'il n'y a pas de malveillance en la matière, ça peut conduire des personnes à accéder à des informations personnelles qui ne sont pas nécessaires à leur tâche à elles. Il faut le mettre en place pour ceux qui ne l'ont pas, une architecture informatique qui limite les accès, et n'importe qui ne peut pas accéder à n'importe quel fichier. Il y a tout un système de verrouillage des accès, d'abord sur le plan de l'accès aux données, sur le plan informatique, mais aussi sur les accès aux locaux et sur les accès au matériel, où il y a effectivement, parce qu'on ne pense pas aussi, il faut parler aussi de la sécurité des locaux, qui est importante en la matière. Mais c'est surtout l'architecture informatique, tous les agents n'ont pas accès à toutes les données. Il y a aussi un point du coup qu'il faut aborder, c'est cette réflexion, on doit la mettre sur une nouvelle échelle lorsqu'on va parler de mutualisation. Évidemment, qui dit mutualisation dit aussi que le service va intervenir du coup pour le compte de telle commune, la communauté. Or, la commune A n'a pas forcément vocation à connaître les données de la commune C. Donc, cette réflexion doit évidemment prendre encore une autre échelle lorsqu'il s'agira de mutualiser l'informatique, voire même aussi d'ailleurs, rappelons-le, mutualiser le DPO. Alors, au-delà du fichier, de cette gestion des accès, et aussi, encore une fois, toujours l'information des personnes, il y a les processus de traitement. Là, on touche plus au dur, au logiciel. Rappelons que chaque traitement doit être licite. On ne doit pas faire évoluer le logiciel de manière discordante par rapport à la finalité initiale. C'est-à-dire que si on a dit qu'on collectait telle donnée pour telle raison, je ne dois pas créer un nouveau traitement sur la base de données pour avoir d'autres finalités. Ce qui veut dire, là encore, bien penser mon traitement, bien le faire évoluer. Après, il ne faut pas s'interdire aussi de faire le ménage aussi dans les processus de traitement. Je pense qu'on va être d'accord pour dire que le nombre de collectivités ne seront pas totalement à jour au 25 mai. Elles n'auront sans doute pas fait tout le toilettage des fichiers. Par contre, ce qu'on vous recommande évidemment, c'est pour le 25 mai d'avoir désigné le DPO
et d'avoir commencé à engager le processus de cartographie des données, bref, pouvoir montrer qu'on est déjà en mouvement. Voilà, je crois que l'important est là. Je crois qu'il faut faire effectivement le maximum de ce qu'on peut faire par rapport aux obligations posées par le RGPD dans les délais qui sont impartis. On sait très bien qu'en fonction du volume et de l'importance de la collectivité, tout ne sera pas forcément fait de façon exhaustive, mais il faut engager les processus qui sont des processus relativement lourds sur la taille de la collectivité. Il y a effectivement la désignation du DPO qui est incontournable. Il y a aussi la mise en place, s'il n'existe pas déjà, du registre des traitements, et puis l'engagement de la cartographie sur au moins les traitements les plus sensibles. À partir de là, on sait bien qu'on n'est pas dans une procédure où on va s'engager uniquement pour quelques mois, mais plutôt une procédure ou un process qui a vocation à être pérennisé au sein de la collectivité et à devenir une culture collective pour l'ensemble des hommes. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles. Il est toujours précieux d'avoir le regard vu de l'intérieur. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne mise en place du RGPD au sein de votre collectivité ou de votre établissement. Au revoir et bon courage, chers collègues. Au revoir.